Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis pendant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Avant de te laisser avec le témoignage de Sophie et d'Anne-Marie, je tenais à remercier chaleureusement l'hôtel-restaurant L'Ermitage qui nous a ouvert ses portes et merveilleusement accueillis pour réaliser cet enregistrement. Je voulais aussi t'apporter une petite précision concernant ton écoute aujourd'hui. Tu remarqueras sûrement que certains passages ont été coupés au montage et c'est tout à fait normal. Dans Vaincre et sourire, notre priorité absolue sera toujours le respect de nos invités et de leur histoire. Si après un enregistrement, l'un d'eux préfère finalement garder certains éléments pour lui ou retirer un passage, nous respecterons toujours son choix sans la moindre hésitation. L'essentiel pour nous est que ce podcast reste un espace de confiance totale. Alors merci de ta compréhension et je te souhaite une très belle écoute. On accueille aujourd'hui dans le podcast Sophie et Anne-Marie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour l'enregistrement de cet épisode. On va parler aujourd'hui d'un sujet avec beaucoup de respect, de bienveillance et de courage, mais c'est un sujet qui touche encore beaucoup trop d'enfants et d'adultes malheureusement aujourd'hui. Il y a une étude qui est sortie en 2023 qui indique qu'un Français sur 10 est encore victime d'inceste. Donc il est temps de briser les chaînes et de sortir du tabou même si les langues se délient. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de raconter votre histoire, malgré une histoire compliquée. Je vais vous laisser raconter votre histoire en bref, et je pense qu'on reviendra après sur les étapes. Je vais te laisser, Sophie, commencer, et je vais vous laisser, Anne-Marie, prendre la suite pour justement expliquer aussi que l'inceste, c'est pas toujours une personne envers une seule personne dans la cellule familiale, mais ça va parfois beaucoup plus loin. Ok, moi j'ai été victime d'inceste. C'était mon grand-père maternel, donc le père de maman. Et ça a commencé probablement vers mes 2-3 ans. On avait plutôt nous situé ça plus tard. Mais c'est de lui-même en fait, lors de l'enquête, qui a dit que ça avait commencé à 2 ans. Ça a duré jusqu'à mes 11 ans environ. J'ai été réglée assez tôt, donc ça l'a fait arrêter, je pense, et j'ai aussi énormément grossi. Forcément, je pense que ça devait être un facteur impactant, mais les violences n'ont pas cessé pour autant, en tout cas les violences psychologiques et puis des petites violences du quotidien liées à la nourriture notamment, et aussi à des humiliations en fait. Voilà. Ouais. C'était, je pense, pas quotidien, mais presque, en tout cas plusieurs fois par semaine, puisque j'ai été beaucoup gardée par mes grands-parents. Donc difficile à situer, mais en tout cas très très souvent, etc. Et aussi avec beaucoup de manipulation, forcément, pour taire la parole aussi, dire que mes parents allaient mourir et que je viendrais habiter chez eux si je parlais, de la manipulation aussi par rapport à la religion. D'accord. C'est arrivé plusieurs fois qu'il m'emmène à l'église. Il était diacre et qui m'emmène à l'église en fait pour que je m'excuse devant la Vierge de ce qu'il m'avait fait subir. Donc c'était toi la coupable. Voilà, tout à fait. Et donc ça c'est vraiment un truc compliqué parce que quand on est victime, on est complètement pétri de culpabilité en permanence, et je pense que quand on est agressé vraiment très très jeune, en fait, il y a aucune construction mentale. Enfin, la construction mentale, elle se fait sur un biais, en fait. Ah oui, et sur la culpabilité. On est une mauvaise personne alors que c'est nous la victime, quoi. Et ça, 45 ans plus tard, puisque je vais avoir 47 ans, c'est toujours présent. Hein. Voilà.
Et puis la suite, c'est très jeune, dès le CP, CE1, ça a été toujours compliqué. J'ai été hospitalisée l'année de mes 8 ans, 9 ans. Oui. Voilà, pour mon premier régime, pour une première dépression infantile, etc. Et puis c'est aussi je pense que comme je suis pas trop bête, c'était facile de manipuler le psy, de lui faire dire que ça allait parce que ça me gonflait d'y aller ou que ça menaçait en fait de sortir des choses. Donc je me souviens un jour j'ai peint un dauphin, j'ai dit il s'appelle Champion, il m'a dit c'est bon, t'es guéri. On se revoit plus, c'est bon, c'est fini. D'accord. Voilà. Ouais. T'avais conscience déjà à ce moment-là de un peu. Ah là, clairement, cette scène-là, ouais. Cette scène-là, enfin, je me souviens du médecin et tout, je me souviens exactement de la scène. D'accord. Ouais. Et puis donc après, beaucoup de problèmes scolaires dès qu'il y avait un changement en fait. L'arrivée en 6e, l'arrivée en seconde. Voilà, en 6e, j'ai pas été à l'école pendant 3-4 mois. Toi, tu t'étais arrêté de travailler. Voilà, j'avais un traitement de cheval avec du Valium, de l'anafranil, je sais plus quoi, le 3e. Je ne sais plus, mais bon, des médicaments forts pour hyper forts. Ouais, du Valium quand t'as 10 ans, ça déboîte un peu quand même. Voilà. J'avais une angoisse de séparation terrible avec maman. Enfin, c'était ingérable en fait. Une phobie de la mort. Ouais, une phobie de la mort. Voilà, et puis tant bien que mal, j'ai jamais redoublé. J'ai eu mon bac, je suis partie aux États-Unis l'année de mon bac. C'est la première fois que je faisais un aussi grand voyage. Que tu te séparais autant de ta mère. Ouais, il y avait pas de téléphone portable. Enfin, c'était un truc de fou quoi. Et pourtant j'étais quand même capable de faire ça. J'ai mené à bien mes études universitaires. J'ai un master de géographie. D'accord. Je pense que j'ai quand même été méga courageuse. J'ai appris à surfer. Je faisais 90 kilos. Il y a quand même plein de trucs super quoi. Je nageais dans l'équipe universitaire. Et puis j'ai passé mon concours d'instit. J'avais pas très envie. Moi, je voulais être pompier. D'accord. Et je l'ai eu. Mais je l'ai eu parce que dans la famille, tout le monde est institut prof et que j'ai été baignée, en fait, dans un langage, parce que honnêtement, j'ai pas bossé du tout mon concours. Hein. Le matin du concours, j'étais chez un ami, je lui dis, qui était prof de maths, je lui dis, alors j'ai pas de calculatrice, pas de compas, pas d'équerre, tu me prêtes des trucs, Ouais. Et puis, j'ai été recrutée comme ça, au pied levé, mi-décembre, pour commencer tout de suite. C'était un peu incroyable. Et là, en fait, j'ai toujours détesté mon travail. Enfin, pas détesté mon travail, mais détesté l'institution, en fait, que je trouve excessivement maltraitante. Ton grand-père était instituteur aussi? Il était prof. Et donc ça renvoyait peut-être aussi. Et directeur de l'école de boulangerie de Caen. D'accord. Et très investi syndicalement, etc. Et puis c'était j'ai j'aime bien les enfants, je continue encore à m'en occuper. Et puis après avoir eu des années et des années d'arrêt maladie et tout, au bout d'un moment c'est compliqué. J'ai quand même été reconnue à la suite en fait, parce que j'ai porté plainte contre mon grand-père 6 mois avant la prescription. D'accord. À l'époque, il y avait encore, c'est un peu décousu, hein, je dis. Ouais. À l'époque, il y avait encore la prescription 10 ans après la majorité. D'accord. Et donc, peut-être pas 6 mois, mais 1 an avant, peu de temps en fait, avant la prescription. Parce que l'affaire a éclaté, parce que jusque-là, c'était resté pendant 27 ans avec du non-dit, quoi. Ouais. On ne savait pas ce qui se passait du tout. Moi, je pensais même que ça pouvait être mon père. Que tu savais quand même qu'il y avait eu quelque chose au niveau de violence sexuelle. Tu l'as jamais évoqué. Enfin, je sais pas si je peux intervenir. Ah oui, bien sûr. Tu n'as jamais évoqué tout le temps des diverses thérapies, quoi. Non. De tes divers suivis. Hein. C'est toi quand même qui avais D'ailleurs, tu m'as posé. J'avais 18 ans quand je t'ai posé la question la première fois. Parce que moi, j'ai eu des addictions quand même d'achat compulsif. Moi, j'en suis quand même à ma 2e commission de surendettement là, à ce jour. Hein. Donc, tu t'auto-sabotais en fait.
Ouais, c'est ça, des conduites à risque, voilà, des conduites à risque, voilà, sexuelles, notamment avec beaucoup de partenaires, sans protection et tout ça. Ouais, c'était chaud. Hein. Et donc peut-être, je m'étais dit que peut-être j'avais été agressée par mon père. D'accord. T'avais des bonnes relations avec ton père? C'était comment? C'était compliqué. C'était des bonnes relations en ce sens qu'il n'y avait pas de violence, de maltraitance, tout ça, mais c'était quelqu'un qui était assez introverti et peu expansif, donc qui manifestait pas forcément ses sentiments. Et c'est vrai que en même temps notre relation était tellement fusionnelle que je pense qu'il trouvait pas vraiment sa place non plus. Oui. Puis lui, il a eu quand même des problèmes de santé majeurs. Il a eu aussi, lui, personnellement... Sa physique, quoi. Il était agriculteur, il a eu des gros problèmes de dos, etc. Il a été obligé de vendre sa ferme à 40 ans, de passer son bac. C'est quand même aussi assez violent, a posteriori de maintenant. Mais voilà, ce que moi je me permets d'insister, c'est que quand même, il a fallu attendre, le moment où tu as eu 27 ans et où une de mes sœurs nous a révélé l'inceste qu'elle avait subi de notre père, elle. D'accord. Pour qu'à ce moment-là, tout éclate en une semaine, que 3 de mes nièces, révèlent aussi des violences subies de notre père, de mon père, et que là, je percute. Entre guillemets, la dernière à qui on a pensé. Non, moi j'y ai pensé aussitôt. Mais là, je me suis dit, de toute façon, c'est pas possible, Sophie, c'est ça. Oui, tout de suite, ça a résonné en vous. Il y avait quelque chose qui... Parce que oui, justement, en fait, ça a commencé comme ça, Sophie, quand l'histoire a éclaté, c'est parce que tes cousines étaient aussi victimes. Oui, et ma sœur. Et votre sœur. Et du coup, elles en ont parlé. Voilà, c'est elle qu'on ouvert la... Clarisse... C'est Françoise la première. Ouais, Clarisse, elle avait quand même glissé dans le sac à main de sa mère, sur un ticket de caisse, un truc griffonné qui disait... Il m'a fait des choses qui étaient pas bien. D'accord. Et ça a été le déclenchement du lever du secret familial, quoi. Ouais. Ça a été quoi, du coup, la suite de ces événements? Donc, j'imagine que votre sœur vous prévient que... ma sœur nous réunit, paradoxalement, ma sœur réunit nos 3 autres sœurs, nous sommes 5 filles, moi je suis l'aînée. Donc, elle réunit les 3 autres, et elle leur lit une lettre dans laquelle elle fait le récit de tout. Voilà, j'ai été violée par notre père de l'âge de 13 ans à 18 ans. Mais moi, j'ai pas été invitée à cette réunion. D'accord. Et en revanche, quelques jours après, elle m'a demandé de venir chez elle et elle m'a lu la même lettre. Bon, je l'ai toujours pas digérée, moi. Je sais pas pourquoi j'ai été mise à côté. Bon, c'est un aparté, mais quelque chose qui reste. Vous avez pas voilà. Pourquoi vous avez. Et d'ailleurs, depuis, je n'ai jamais revu cette sœur. Enfin, depuis. De toute façon, et voilà. Et là, moi, j'ai dit aussi à ce moment-là à mes sœurs, moi aussi, j'étais violée par notre oncle, le frère de notre père, à l'âge de 14 ans, en même temps qu'il violait ma sœur. Votre père, en fait, violait votre sœur, vous étiez violée par mon oncle. En fait. Et c'est l'année où j'ai redoublé ma 4e. Et je me souviens d'un entretien avec notre père à la table de la salle à manger où il me disait, où il m'a dit, t'es la ratée de la famille. Phrase que je mourrais avec cette phrase dans la tête, et après, rétrospectivement, quand on fait tout, c'était au moment où moi j'étais violée, donc c'était pas anodin que je fasse l'andouille parce que vraiment je faisais l'andouille. Vous appuyez à l'aide d'une certaine façon. Voilà, c'était un appel au secours. Donc voilà, de toute façon là dans la foulée ça a été très vite. Alors moi la façon dont ça c'est venu en fait c'est quand même assez troublant parce que toutes les tractations qui se passaient entre vous les sœurs, Clarisse et tout ça, moi j'étais complètement étrangère à ça. D'accord. Je savais pas. La semaine d'avant que... Non, je savais pas. Et donc, je suis allée, c'était un 21 septembre, une super belle journée d'automne, super beau. 20 ans cette année. Ouais, vraiment une très très belle journée. Je suis allée à la pêche à Chausey avec ma meilleure amie et son amie. On a pêché des maquereaux, on a vu des dauphins, c'était un truc de fou, quoi. Une super belle journée, quoi. Et j'arrive à la maison. Et mon frère était là.
Et je sais pas pourquoi, dans ma chambre, je revois encore la chambre, ma tapisserie était jaune et il faisait super chaud. Tout m'est remonté comme une montée de bile, quoi. Tout, je veux dire, Aux événements et tu savais que ça venait. Et là, le premier truc, en fait, dont je me souviens, c'est que moi, je lavais beaucoup le dos de mon père quand j'étais petite. On avait une baignoire sabot et donc ça lui faisait du bien. Enfin voilà, comme il avait des problèmes de dos, donc je me souviens exactement de la forme de son dos, de sa corpulence, de la carnation de sa peau très blanche, très pâle. Et là, je savais que la personne qui m'a agressée, c'était pas du tout mon père. Ah oui, là tu t'es dit, il y a eu quelqu'un, mais c'est pas papa. Et là, je savais qui c'était, très précisément. Et là, il y a plein de scènes qui me sont revenues, d'un coup, comme ça. Et le premier truc que j'ai dit, c'est « je ne suis pas folle ». Et pourquoi je ne suis pas folle? Parce que en fait, tout ça, c'était pas une folie. Oui, tout ce qui se passait dans ta vie, en fait, tu savais que ça venait de ça. C'était ça Oui, t'as dit, je suis pas folle, je suis pas malade, c'était oui. Ouais. Oui, parce que psychologiquement, en fait, tu te construisais, enfin, ton adolescence était sans cesse dans le déséquilibre. Enfin, tu marchais sur des. De toute façon, en permanence, beaucoup dissocié quand on y pense a posteriori, beaucoup dissocié. Un moyen de se protéger aussi. Oui. En classe de CE1. Alors moi, j'étais enseignante aussi, donc dans la même école où Sophie était scolarisée aussi. D'accord. Et donc ma collègue disait oui, alors Sophie, elle est pas concentrée, elle est pas attentive, etc. Est tombée de sa chaise et se roulait en boule sous la table d'école, sous sa petite table d'école. D'accord. Des comportements. Donc, voilà, complet. Ouais. Donc quand on analyse après, puis qu'on comprend. On travaille sur voilà, moi j'ai fait 10 ans de thérapie aussi après. Hein. Puis il y avait aussi le fait que toi, t'as fait aussi 1 an pour être instit spécialisé et que des cas en fait comme moi, finalement, t'en as étudié et t'en as eu à l'école et t'en avais dans des commissions et en fait quand t'as le truc comme ça devant toi. Mais c'est quand notre histoire a éclaté, que t'as fait le lien. Et avec le recul que j'ai, que comme je travaille avec les enfants en difficulté, que j'ai compris, même si déjà je me posais quelques questions, mais sans faire de lien familial, parce que ça c'est tellement impensable que ça ne vous traverse pas l'esprit, hein, que j'ai repensé à des petits élèves où j'ai dit, ça potentiellement il y avait quelque chose de cet ordre-là. Hein. On parlera tout à l'heure justement des comportements qui peuvent expliquer certaines choses. Mais du coup, vous vous souveniez aussi avoir été violée par votre oncle? Alors, il y a eu des périodes où je m'en suis souvenu et des périodes où je m'en souvenais pas du tout. D'accord. Parce que donc, notre histoire a éclaté en 2005 et moi je me souviens qu'en 1993, avoir dit à une de mes sœurs que j'avais été tripotée par mon oncle. Par notre oncle. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, comme ça a été des pénétrations digitales, j'ai toujours eu ça dans ma tête, tripoté. D'accord. Et c'est vraiment pendant la thérapie, au bout de plusieurs mois, même quelques années, où un jour ma psy avait dit, mais tripoter, c'est un viol, hein, ce que vous avez il faut subi. Poser les bons mots. Hein, et encore maintenant, dans ma tête, j'en ai la conscience quand j'y pense, mais intrinsèquement, je vis encore ça comme du tripotage, quoi. C'est vraiment. Mais c'est en même temps terrible de se dire que c'est en plus arrivé par quelqu'un de confiance. Oui. Ça c'est Et c'est une forme de protection aussi, je pense, de se dire non, enfin. Oui. Et en plus, trop fort pour. C'est ça, c'est des mots trop forts pour. Comme ça se passait au moment où ça se passait pour ma sœur avec notre père, et que ma sœur était vraiment Enfin, on avait 14 ans, donc 13 ans, 14 ans, parce qu'on est très rapprochés, les 4 aînés, en pleine adolescence. Françoise, donc ma sœur en question, nous apparaissait la privilégiée de notre père, la préférée. C'était, moi j'ai dit, absolument insupportable pour moi. Elle avait des habits, des vêtements plus jolis que les nôtres. C'est mon père qui l'emmenait acheter ses vêtements. Elle avait le droit de regarder la télé les soirs d'école, alors que nous n'avions pas le droit. Enfin, que des éléments. Le petit sando, Alors oui, et notre mère a eu sa 5e fille
à ce moment où il violait notre sœur, ma mère était enceinte. Et donc, Françoise et notre père promenaient la petite dans le landau et on pensait que c'était le couple parental de l'extérieur. Ah oui, donc c'était Vraiment, plus que ce qui se passait dans la cellule Voilà. familiale, c'était Enfin, ça, vraiment... personne ne disait de mots, mais Bien ça, parce que ma sœur faisait plus que son âge et donc. Ça paraissait déjà voilà. étrange en fait à ce moment-là, quoi. Et alors moi, j'avais, mais vraiment une haine sans fond envers ma sœur, quoi, d'être la préférée, quoi. Et c'était un moyen, j'imagine, de votre père pour la faire taire, tout ça. Bah oui, cadeaux, de toute façon. Voilà. Mais c'est tout un système, hein. C'est tout un système familial, quoi, qui se met en place. Mais c'est là où c'est important de le mettre en avant, c'est que souvent dans une famille, quand il se passe tout cet inceste, en fait, c'est pas juste un membre envers un autre, c'est souvent en fait tous les strates qui sont. Et d'ailleurs, très souvent aussi, l'agresseur, il n'y a pas qu'une victime. Oui. Enfin, assez fréquemment. Hein. Enfin, dans les victimes qu'on côtoie. Après, il y a eu aussi agression et agression. Enfin, en tout cas, dans notre famille, c'est que je pense que je suis de cette génération-là, en fait, des petits enfants, enfin des petites filles. Je suis quand même celle, je pense, qui a le plus ramassé. Oui, qui a subi vraiment le viol. Parce que récurrent. Oui, sur une durée, une durée longue. Hein. Quasiment 10 ans, quoi. D'accord, parce que tes cousines étaient attouchées, puisque. Oui, des attouchements. Et elles habitaient pas là, en fait. Voilà, parce que nous habitions tout près des parents, à 250 mètres. D'accord. Tiens, et de nous. Voilà. On habitait à l'école était au milieu. En amont, il y avait mes parents et en dessous, il y avait mes beaux-parents à la ferme. Oui, d'accord. Oui, donc en fait, tu étais tellement proche que tes cousines n'étaient peut-être pas si souvent présentes. En fait. Non, pas de manière. Voilà, quand et pareil. Et donc la seule fille de ta sœur Françoise, elle a jamais dormi ni été gardée par mes grands-parents. Et donc ta sœur savait ce qui pouvait se passer Alors, si elle laissait ses enfants là. Quand elle a su qu'il y avait des agressions sur ses nièces et donc les petites filles, non, elle a été sidérée. Elle ne pensait absolument pas qu'il avait pu passer en plus sur ses petites filles. Voilà. Mais dans son fonctionnement inconsciemment, elle a jamais confié sa fille à nos parents. Et elle se souvenait de ces viols de son père? Elle se souvenait ou en fait c'est aussi quand ses filles en ont parlé que tout ça a ressurgi? Non, elle s'en est toujours souvenue. D'accord. Ok. Elle s'en est toujours souvenue. Mais elle était plus âgée. C'était pas c'était un inceste, mais pas un inceste sur un enfant. Elle avait l'adolescence. Ouais. Mais elle s'en est toujours souvenue. Elle nous en avait jamais parlé. Hein. Enfin, avant cette année 2005, son mari était décédé 1 an avant, en 2004. Et là, c'est devenu insupportable pour elle de garder ce secret. Elle en a parlé à ses enfants. Et puis, voilà, puis au fil quelques mois, et voilà, elle a décidé les fils se sont déliés, quoi. Voilà, de nous en informer. Vous en avez voulu à votre sœur de ne pas vous l'avoir dit et du coup d'avoir mis avoir mis Sophie en toute confiance chez vos parents? Alors, je peux pas dire que je lui en veux de pas avoir parlé parce que j'ai vraiment conscience que on ne peut pas parler. Quand on ne peut pas parler, on ne peut pas. En revanche, je lui en veux de l'attitude qu'elle a eue après que le secret ait été libéré, comment elle nous a considérés, surtout Sophie et moi. Après, et même, je veux dire, dans l'enfance et dans l'adolescence, elle n'a pas été tendre avec moi. Oui, voilà. Et même certaines autres sœurs. Oui. Mais après, voilà, c'est... Françoise, elle s'en est globalement sortie. Bon, elle a été suivie aussi, mais elle s'est engagée dans des thérapies un peu parallèles. D'accord. Elle s'est tournée vers le bouddhisme, et la méditation, enfin tout un tas de choses comme ça qui font que, voilà, elle semble être sortie du processus. Mais voilà, elle a eu quand même des mots très durs.
envers Sophie, du genre tu vas pas te poser en victime toute ta vie, etc. et tout. Donc D'accord. c'est de ce type de Oui, de comportement-là que là je lui en veux, parce que c'est pas parce que elle a pu franchir des étapes. Puis moi, il m'a été reproché aussi que c'était l'appât du gain. Le fait de dénoncer tout ça. Voilà, que c'était l'appât du gain et que tu te rends pas compte, tu vas être indemnisé et ce sont nos impôts qui vont te payer. C'est terrible qu'elle était victime du même agresseur. Mais c'est toute cette complexité-là. Ouais, qui est... Et on sait aussi que l'argent est très lié au sexe. Oui. Puisque ça a toujours été un moyen de pression aussi. Ouais, dans la famille. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un moyen de garder le secret bien enfoui, quoi. Ouais. D'accord. Et aussi de remettre une couche sur la perversion, sur les humiliations aussi. Ouais. Oui, parce que justement, tu disais que ton grand-père, il te manipulait pour que tu ne parles pas. C'était quel genre de manipulation? Là, déjà, il y avait l'église, il y avait aussi tout ce qui était par rapport à la nourriture, et puis la manipulation c'était plus de l'humiliation, de la manipulation, en fait. Ouais. Et devant tout le monde, enfin... Non. Mais c'était caché, quand même. Des exemples, par exemple, quand mes cousines, on avait une boîte, on avait une terrine à pâté, tu sais, ancienne, hein, avec un couvercle. Et dedans, il y avait des bonbons, des petits pimous. C'était des bonbons des années 80. Donc mes cousines, elles avaient des bonbons. Et moi, j'avais des dragées Fuka. C'est des dragées pour la constipation. D'accord. Voilà. Donc... Oui, c'était à l'inverse de ce qu'il faisait avec votre sœur, où il la cajolait, il avait le poids et tout. Vous, c'était l'inverse, en fait. J'ai eu des problèmes de poids, donc je sais que quasiment toute mon enfance, j'avais pas trop le droit de manger du pain. Quand mes cousines, elles avaient des glaces, moi j'avais une glace à l'eau. Parce que t'allais plus être assez désirable pour lui, en fait, c'est ça? Non, parce que j'étais grosse, donc voilà, de toute façon... Oui, parce que c'est vrai qu'au départ, la problématique, ça a été la prise de poids de Sophie, quoi. À partir de l'âge de 6-7 ans, etc. Donc, quand Sophie dit j'ai été hospitalisée, en fait, c'était pour les problèmes de poids, quoi. Donc, passer des examens, tout a été fait, les glandes surrénales, il y avait rien de dysfonctionnel au niveau physique, à ce niveau-là. On le sait, puisque l'année dernière, j'ai assisté à c'était pas un colloque, c'était une réunion, un colloque en fait avec Normandie Pédiatrie justement sur l'obésité infantile. D'accord. Et donc il n'y a même pas 5% en fait de l'obésité infantile qui est liée en fait à des maladies organiques. Mais vraiment physique, souvent c'est psychologique en fait, ça vient. 95% de l'obésité infantile, c'est pas d'origine somatique. Enfin, c'est psychologique en fait. D'accord. Et donc ça met déjà des radars. Voilà. Mais pour parler de ça, si on peut. Bien sûr. Par exemple, moi, je suis effarée de voir qu'en 2025, on traite encore l'obésité pédiatrique. Alors, il y a eu des avancées, mais c'est quand même encore, c'est n'importe quoi. Oui, en fait, on s'intéresse pas au psychologique et de savoir ce qui se cache derrière. On met les gens au régime, on met la famille au régime, on pense bien faire. Mais à aucun moment, en fait, on va dans le fond des choses. Oui, surtout quand on sait l'impact des régimes au final sur le corps et à la longue. Moi, le cacao dégraissé, l'ancêtre de l'aspartame qui s'appelle la saccharine, les pommes et la privation de tout féculent, c'est juste horrible en fait. Ouais, surtout quand on est enfant et qu'on voit les autres avoir cette possibilité. Et aussi, ce côté, de toute façon, t'es gros, c'est parce que t'as pas de volonté. Voilà. Il y a d'autres choses qui se cachent derrière souvent. Oui, c'est ça. Et je voulais poser un peu cette question, mais souvent, justement, là, il y avait donc ta grand-mère, votre maman, et dans ces moments-là, ils savent, mais ils veulent pas voir, ou en fait, c'est tellement caché que même la conjointe ou le conjointe, en fait, n'est pas au courant dans ces moments-là. Alors, pour notre sœur, notre mère savait. D'accord. Au moment où ça se passait, notre mère savait. D'accord. Et alors, moi, j'ai même, avec une autre de mes sœurs avec qui on a beaucoup échangé, on avait le souvenir précis où notre père, donc nous étions 4 aînés à ce moment-là, et la petite,
on avait une chambre à 2 chacun. Donc Françoise dormait avec Cécile. Donc notre père passait dans la chambre, il disait à Cécile, va dormir avec ta mère. Et notre père se couchait dans le lit avec Françoise. D'accord. Et moi, je sais que j'ai ce vague souvenir, mais c'est comme un flash, hein. Au moment où ça se passait, il y avait juste le sentiment, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, c'est pas normal. Oui. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là, quoi. Oui, vous faisiez pas le lien Non. aussi entre moi, ce que m'a fait mon oncle, Non. et Non. c'est là où toute l'insouciance de Non, non. l'enfance, en fait. Bah Parce que oui, ça voilà. paraît aussi terrible Et puis, d'avoir un papa qui... se reporter aussi quand même, moi j'ai 77 ans, donc ça fait plus de 60 ans, on n'avait pas la même connaissance Oui, au du niveau coup, de l'adolescence, de la sexualité, Oui. même si c'est pas encore complètement au top pour les jeunes et tout. Non, mais le problème est plus mis en avant. Oui. Il y a aussi, quand tu nous parles de la manipulation, il a manipulé aussi d'autres membres de la famille. Par exemple, papa. Oui, mais ça, je voulais y venir aussi par rapport au pouvoir. Et donc sur notre mère, donc voilà, donc elle savait. Et alors après, quand on a su, j'ai un peu réussi à parler avec elle, mais il fallait lui vraiment. Elle allait beaucoup chez le coiffeur hein, quand j'étais petite. Il fallait qu'elle parle, qu'elle Non. extériorise. Non, mais pour les La maison. petites filles, en revanche, Vous étiez... oui. Alors pour notre sœur, elle a su au moment où se passait. Pour les petites filles, on pense vraiment que elle n'a pas su parce que c'était vraiment, voilà, comme dit Sophie, il s'arrangeait toujours pour qu'elle soit pas là, quoi. Hein. D'accord. Ouais. Et c'était elle qui prenait ses rendez-vous ou c'est lui qui... Ah non, c'était elle. Ouais. Elle voulait peut-être aussi pas penser qu'en plus il continuait Je sais pas. sur les petites filles. Non, je pense qu'elle a pas su pour les petites filles. D'accord. Oui, Voilà. c'était une façon Un de se déni, protéger voilà, aussi. aussi, Oui, voilà. bien sûr. Enfin, c'est se Et mettre, c'est puis, se protéger aussi. oui, voilà. Et pour confirmer que notre mère savait, donc quand j'ai discuté avec elle, mais je dis, attends, maman, pourquoi tu n'es pas partie, etc. Enfin, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec 5 enfants Elle s'était mariée à 18 ans, à 22 ans, elle avait les 4 aînés. Hein. Oui, donc Elle a eu je sais pas combien de points d'épisiotomie suite à ta naissance. 10 mois plus tard, elle était de nouveau enceinte. Non, Oui. 2 mois plus tard. 2 mois plus tard. d'accord. Oui, puis c'était l'époque où on partait pas, on divorçait oui, pas aussi voilà, facilement. hein. Et alors, en revanche, au moment... alors oui, alors non seulement... oui, alors voilà, donc elle dit qu'est-ce que tu voulais que je fasse et tout, etc. Donc voilà, elle savait. Hein. Et c'est au moment où elle était enceinte de Florence, de la 5e. Et moi, je pense que même notre mère, elle a subi des viols conjugaux. D'accord, oui. Ouais. Ah, donc de toute façon, ce que j'ai compris à travers ces mots, sans qu'elle le dise clairement, c'est que presque à la limite, ça l'a soulagée, elle, de pas subir les assauts de notre père. Qui fasse ça sur ses filles, parce que pour elle, elle avait un moment de répit, quoi. Et faut aussi comprendre, donc c'est une famille, il y a 5 femmes et 1 homme. Et ouais. Enfin, dans le fonctionnement familial, donc notre mère a épousé notre père, ma mère était très jeune, donc 18 ans. Notre père avait 9 ans de plus qu'elle. 20, et il n'a pas fait la guerre. Parce qu'il avait déjà plusieurs frères qui étaient partis. Voilà. Et donc il a rencontré notre mère. Elle avait 15 ans. Et donc il s'est installé dans cette famille où donc il y avait donc ma mère, sa mère, donc ma grand-mère, la mère de ma grand-mère, l'arrière-grand-mère. D'accord. Donc ça a été que des générations, des familles matriarcales, quoi. D'accord, oui. Et puis lui, il est arrivé, un homme, parce que ma grand-mère a été veuve très jeune, ma mère avait 8 ans quand son père est décédé. D'accord. Donc c'est elle qui gérait la ferme, etc. et tout, quoi. Hein. Donc c'était des maîtresses femmes, quoi. Et donc lui, il est arrivé, donc il a été un peu comme le sauveur, quoi. Qui vient, hein. Puis après, donc la naissance des enfants, moi, une fille, puis encore une fille, puis encore une fille, puis une 5e fille. Alors, mais elle a été enceinte d'un garçon, probablement. Oui, elle a eu une fausse couche oui. Donc donc lui, il était le sauveur, quoi. Ouais. Hein.
Et donc c'est là que j'en viens, c'est vraiment à travers l'inceste d'une manière générale, il y a toujours derrière le pouvoir et l'emprise. Hein. Ça, l'emprise. Mais alors le pouvoir, donc c'est fondamental parce que ça s'installe petit à petit. Le pouvoir s'est installé bien avant les violences sexuelles. Oui, doucement, il a pris sa place et il devenait, on pouvait plus se séparer de lui, en fait, après, dans la famille, quoi. On s'est même demandé s'il n'y avait pas eu des relations sexuelles entre Nénène et peut-être Auguste. Entre ma grand-mère et lui, oui. Parce qu'une de mes tantes... oui, c'est pour s'imaginer. Ouais. Mais ça, il y a des éléments qu'on n'a pas pu avoir, parce que d'abord, notre mère ne voulait pas parler. Et après, au niveau de mes cousines et tantes, longtemps, j'ai voulu leur parler, mais j'ai pas réussi, à y aller. Mais une de mes tantes m'avait dit un jour d'être arrivée donc à la ferme et d'avoir vu dans le même lit mon père, ma grand-mère et ma mère. D'accord, oui, ce qui est quand même pas anodin, quoi. Voilà. En tout cas, dans une cellule après, familiale, on peut fantasmer, mais bon... Dans tout ce qu'il y a de plus classique, en tout cas, ça reste pas dans sain. une famille quand même classique, catholique pratiquante, enfin tout ce qu'on veut. Oublié ta demi-sœur. Il y a... Ah ouais, non, mais c'est... Mais en fait... Et c'est vraiment... Il avait construit tout un truc autour de lui. Oui, un système. Et donc... alors peut-être qu'on est un peu en désordre et tout. Mais il n'y a aucun problème, c'est l'histoire qui voilà, vient donc, comme ça. Oui, et puis ça vient comme ça. Donc voilà, donc dès qu'on dès qu'on a su, moi j'ai appelé mes tantes. Ah oui. Après, on va revenir là-dessus. On va défiler parce que moi j'ai des trucs à dire aussi. J'ai appelé mes tantes. Voilà, donc une de mes tantes de Laval justement, donc Fernande. Et je lui dis, voilà, notre père a violé Françoise et puis les petites, etc. Et elle me dit, c'est comme la petite fille qu'il a eue. C'est comme la petite fille qu'il a eue. Et, pardon? Eh ben oui, quand notre mère était enceinte de la 4e, ils avaient une petite employée de maison, comme on dit à l'époque, une petite bonne qui avait 15 ans. Et elle a été enceinte de notre père. Ah oui, donc déjà, en fait, c'était pas que votre sœur. En fait, voilà, c'était aussi avant l'inceste. Ouais, toutes les femmes où il pouvait avoir le pouvoir quand même, dessus. Voilà. Donc, elle a été enceinte de notre père, recueillie par mon oncle de Laval qui avait le bateau Lavoir pendant sa grossesse. Il fallait un peu cacher ça. Voilà. Et donc, elle a couché à Laval et c'était une fille encore. Elle a été adoptée par un médecin d'hôpital de Laval. D'accord. Donc elle a échappé quand même au... Voilà. Mais bon, il y a eu ça. Voilà. Et donc après, j'avais rencontré une autre personne là, des environs qui louait une ferme à ma grand-mère, dont elle était propriétaire. Et elle m'a dit aussi, alors ils en avaient entendu parler, mais personne n'avait jamais rien dit. Hein, c'est après que ils ont dit que elle avait entendu dire qu'il avait eu un autre enfant avec une autre personne. Ah oui, puis j'imagine que ça devait être quelqu'un de charismatique, respecté, bien vu des gens. Un charisme incroyable et qui a aidé énormément de gens. Oui, forcément. Enfin, je veux dire, dans l'environnement familial. D'un premier abord, et dans d'autres. Voilà. Il a écrit des livres et tout. Il était chevalier des Palmes académiques. Officier des Palmes académiques. Et il avait tout un statut qui lui donnait et renforçait cette autorité, en fait. C'est pour ça que tu n'es jamais allé chercher les tiennes, toi. Et donc voilà, cet enfant adultérine. Et que voulais-je dire encore? Oui, donc après, quand l'affaire a éclaté, donc dès le lendemain, nous on a porté plainte, mes nièces ont porté plainte, etc. Enfin moi d'abord, avant d'aller porter plainte, j'étais suivie en fait pour un syndrome bipolaire à l'hôpital donc de Pontorson, juste à côté. Donc moi j'avais quand même un traitement à base de lithium. Hein. Donc le lithium ça fait énormément grossir, ça peut niquer les reins. Faut pas tomber enceinte sous lithium, enfin c'est très compliqué. Et donc j'ai pris rendez-vous en urgence avec le psychiatre parce que j'avais été hospitalisée longtemps, enfin plusieurs fois. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide aussi. Donc mais tu savais jamais en fait la cause de ce mal-être que non, on savait pas. Et donc on arrive chez le docteur Claire et là il fait on s'est gouré de diagnostic, c'est pas ça.
bah, va falloir que t'arrêtes le lithium. Il dit, tu vois, là, toutes les piles, là, de dossiers, là, sur mon bureau. Bah, c'est des vieux cochons comme ton grand-père. Ah oui, donc lui, il savait en fait tout de suite ce qu'il fallait mettre en place derrière. Bah, il a dit tout de suite, vous avez porté plainte. Ouais. Parce que oui, donc, ta tante dit qu'elle a été violée par ton grand-père. Tes cousines disent que elles aussi, elles déposent plainte. Oui. Non, on en est tous allés déposer plainte en même temps. Non, parce qu'elles sont allées déposer plainte à Caen. Elles déposent Bah, tout plainte. ça en une semaine, quoi. Oui. Et après, vous êtes au courant et vous dites c'est le moment ou jamais. Quoi. Bah, le lendemain, moi, je me suis même pas posé la question de le faire ou de pas le faire. Donc, c'était le cheminement, c'était d'abord le psychiatre. D'accord. Pour lui dire. Pour lui dire, bah voilà, c'est ça, quoi. Hein. Ouais. Enfin, il y a ça, donc, et là, lui, c'était pas le bon diagnostic. Oui. Okay. Bah oui, effectivement. Il était très déçu, hein. Voilà. Il avait même été question que j'ai des électrochocs. Hein. Oui, donc ça allait quand même loin dans le mal-être et dans l'accompagnement médical ou. Voilà. Et donc, je suis allée porter plainte. On est allé porter plainte à Avranches. Et oui, parce que vous aussi, vous avez porté plainte pour votre oncle ou pas? Non, parce qu'il y avait prescription. Il y avait prescription. Mais moi, j'ai été interrogée par rapport à Sophie. Sophie. Ok. Et après, je vais faire un aparté, puis je vais revenir après. Du coup, notre tante, elle aurait, même s'il y avait prescription, elle aurait pu porter plainte. Elle l'a pas fait. Et pourquoi? Elle vous a expliqué pourquoi elle voulait Non, pas. Sophie, parce qu'à ce moment-là, maintenant, on dit même s'il y a prescription, on peut porter plainte parce que c'est enregistré dans les et ça peut servir éventuellement pour une autre victime après. Mais à ce moment-là, non, François, ça lui a été clairement dit que il y avait prescription, donc mais elle a été quand même interrogée. Voilà. Donc voilà, on a été auditionnés en même temps. Enfin, c'était en même temps. Oui, pour essayer de comprendre tout ce qui s'était passé, comment ça s'est. Voilà. Et toi, c'est le commandant Beltrame? Non, c'était pas lui à ce moment-là. Ah, ok. Mais bon, en gros, à la fin de l'interrogatoire, du dépôt de plainte, le gendarme qui t'avait reçu t'a dit bon bah vous pouvez quand même être fiers de votre fille parce que bah voilà, elle a un dos. Enfin, je sais pas comment. Ouais. Mais on a été très bien reçus à la gendarmerie d'Avranches, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, quand on va porter plainte. Voilà, c'est ça. Ouais. Je voulais parler aussi là, de voilà. cet aspect de tout cet accompagnement, comme on là, est reçu. Nous, à notre niveau, on a été parfaitement accompagnés. La gendarme qui était responsable du dossier m'appelait régulièrement pour me tenir informé, etc. Donc les plaintes ont été déposées. Il y a eu 1 mois d'enquête sans que notre père soit interrogé. D'accord. Oui, vous avez été entendu et cru. Oui. Aussi. Ah oui. Bah, c'est-à-dire, il y avait là, il y avait quatre victimes. Ouais. Hein, qui pouvaient expliquer chacune. Filles. Voilà. Alors que quand il y a qu'une victime ou qu'un enfant, comme des cas que je connais là en ce moment, et ben c'est classé sans suite. Hein, c'est épouvantable. Et il a été. Et il y a eu 1 mois d'enquête, donc ils ont interrogé plusieurs personnes de la famille. Ils ont fait l'entourage. Ils ont fait une enquête de voisinage, etc. Mais ça va être important d'y revenir sur l'entourage parce que, les voisins, parce que moi, ça va m'impacter. Là, au bout d'1 mois, il a été donc convoqué et puis en garde à vue prolongée. Et il a été directement incarcéré en préventive. Il n'a pas tout reconnu, mais il a reconnu tout ce qui pouvait ne pas l'emmener aux assises. Voilà. C'est-à-dire, pour qu'on explique un peu agression. Voilà, jamais viol en fait. Mais pas viol. Et puis aussi que moi de toute façon, comme j'avais fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, que j'étais comme lui en fait, que j'étais folle. Voilà. Il disait voilà. Encore un moyen de victimiser, de culpabiliser. Oui, quoi. Voilà. Et il a essayé, la gendarme, etc. Était très forte aussi, parce qu'elle me l'a dit. Il a essayé de la manipuler, etc. et tout. Et c'est elle qui a réussi à lui faire dire d'ailleurs à quel âge ça avait commencé. En fait, c'est 3 ans. Parce que donc, et ça a été, Sophie a été à l'école maternelle à partir de l'âge de 3 ans, dans une petite commune à côté de celle où nous résidions. D'accord. Et c'est lui qui l'emmenait à l'école, et il a dit que ça avait commencé quand il emmenait Sophie à l'école. C'est comme ça qu'on a su que c'était 3 ans, parce qu'elle a été qu'1 année sur cette petite école. Ah oui, d'accord, en remontant. Donc elle a été, ouais. Mais il a essayé de la
Mais de toute façon, ça a continué après. Donc, en gros, pour revenir donc sur les voisins, moi, j'étais en poste sur l'hôpital psychiatrique infantile du Sud-Manche, donc sur plusieurs antennes en fait d'hôpitaux. Et j'adorais ce poste-là, en fait. J'aimais beaucoup ce que je faisais parce que c'était un poste itinérant, parce que c'était différent et que moi, ça me convenait bien. Je voulais pas de classe, voilà, je pouvais un peu faire comme je voulais. Et donc, j'ai été convoquée par l'inspectrice à Saint-Lô. Et là, elle m'a dit, oui, compte tenu de ce qui se passe, on vous déplace. Moi, j'avais pris que 15 jours d'arrêt. Ça allait plutôt bien. Ouais. J'avais pris que 15 jours d'arrêt. Et là, elle me dit, on vous déplace. On vous change de poste, ça va être trop dur. Et moi, je voulais pas, mais j'ai quand même été déplacée. Et je me suis retrouvée remplaçante. D'accord. Et là, j'arrive en fait dans une ville juste à côté, enfin un petit village, juste à côté en fait d'Avranches. Et en fait, moi, pour être mise sur cette maternelle, c'est un voisin de mon grand-père qui a été déplacé. Donc, il avait vu l'arrestation, il savait, ça parlait dans le village, et donc, en gros, il m'a savonné en fait la planche auprès de nos collègues, etc. En disant, c'est même remonté à des parents qui ne voulaient plus, qui ont même fait un siège à l'école pour que je dégage. En disant que j'allais toucher leurs enfants. Sous l'eau, quoi. Ouais. Donc ça a été vraiment les premières maltraitances de l'institution. Oui. Et il y a eu aussi mon premier poste où j'ai été agressée par des élèves où j'ai eu le pouce et l'index quasiment pétés et que on m'a accusée d'avoir quitté mon poste pour aller à l'hôpital me faire soigner. Voilà. Et bon, grâce à ça, j'ai pu revenir dans la Manche alors que j'étais en région parisienne. Et donc ça a été, pour moi le premier moment de rupture en fait avec l'éducation nationale. Et donc là, suite à ça, je me suis effondrée en fait. Oui, parce qu'en fait, là encore une fois, t'étais pas reconnue comme la victime. En fait. Ah bah non. On te punissait comme si c'était toi la coupable, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça arrive assez fréquemment. Enfin, je veux dire, au niveau familial, que la victime devienne comment fout la merde. Voilà, et rejetée par la famille. Elle fait éclater la cellule familiale, en fait. Voilà. Ouais. Et vous qui avez été violée par votre oncle, votre tante savait aussi? Non. À votre tante, par contre, elle savait pas du tout. Non, oui. Et vous avez pu vous confronter à votre oncle? Non, il était décédé. Il était décédé, d'accord. Mais c'est très complexe à vivre ce genre de, parce que donc ça se passait au moment où mon père violait notre sœur et moi je me sentais rejetée par mon père, par ma famille. Enfin voilà, j'avais pas ma place. Voilà, comme je dis, j'étais d'une jalousie sans fin envers ma sœur, etc. Et lui, cet oncle, c'est pareil, ça a commencé par aucune violence physique, que de la douceur et tout. Oui. Donc il vous apportait quelque chose que vous aviez pas de votre papa, en fait. Enfin, quelqu'un m'aimait, quoi. J'intéressais quelqu'un, quoi. Donc j'avais un surnom, c'était Mimi. Alors ma petite Mimi, etc. et tout. Et donc, voilà, moi, c'était voilà, quelqu'un qui s'intéressait à moi, qui m'aimait, quoi. C'était l'entrée d'un gouffre, voilà. En fait, interminable. Et donc après, c'est très complexe à vivre. De la même façon que moi, c'est vrai que mon grand-père aussi, il a quelque part concouru dans mon éducation parce que je me souviens, le fait il m'a aidé aussi. Oui. Dans mes études, en tout cas mes études secondaires, au collège et tout ça, quoi. Oui, il était quand même là, mais en fait, c'était encore une fois, ça faisait un goulot de, c'était un gentil papy, et puis. Oui, puis il avait une image extérieure, je veux dire, tous les gens, quand ça a éclaté, parce que moi, je m'en suis pas caché, Oui. Je lui ai dit, comment va Monsieur Lemoigne? Ah, Monsieur Lemoigne, il est en prison. Et alors, il a violé notre sœur, ma fille et mes nièces. C'est pas possible, Monsieur Lemoigne qui ait fait les lectures à la messe. Et moi, je m'en suis jamais caché. Ça, il fallait qu'il tombe de son piédestal, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était charismatique. Et t'as pu, toi, Sophie, te confronter à ton grand-père?
pendant la procédure judiciaire? Non, moi j'y suis allé 2 fois, discuter avec lui et justement, je voulais revenir sur un des échanges. Nicolas, le frère de Sophie, l'a affronté 2 fois aussi, mais voilà. Et donc lors d'un de ces entretiens que j'ai eu avec lui, c'est là qu'il m'a révélé, alors c'était pas une excuse, mais ça complète le tableau, que eux, il est une famille de 14 enfants, mon père. D'accord. Dans un milieu pauvre, etc. Donc beaucoup de promiscuité et donc l'inceste entre frères et sœurs. Mais ça avait déjà commencé voilà, plus haut. la et génération. Fait que répéter en fait. Voilà. Alors même voilà, on peut imaginer qu'avant il y en avait. Oui. Donc là il m'a révélé ça. Donc lui avec une de ses sœurs, etc. Et donc voulais-je dire d'autre? Oui. Alors en revanche. Et quand j'ai dit à ma mère, toujours dans les mêmes moments, quand ça est révélé que moi j'avais été violée par mon oncle, la réponse de ma mère, ça a été « Heureusement que ta tante ne l'a pas su ». Et ça voulait dire quoi derrière ça? Je te laisse avec ça. Voilà. Et donc sur le coup, j'ai même pas répondu, quoi. Ouais. Mais alors après, mais même encore maintenant, quand je l'ai dit, je me dis non mais c'est dingue, quoi. C'est incroyable. Et c'était une maman aimante ou oui, en fait, c'était la continuité de quelque chose. Ouais. C'était que à travers la nourriture. Ouais, c'était que à travers. Ouais. Alors là, vraiment, que le matériel. Elle vous aimait par. Voilà, elle faisait très bien à manger, la maison était très propre, elle tricotait, elle cousait, voilà. Mais même avec mes sœurs, je pense à Cécile, puisque c'est avec elle que je discute le plus, ou Claudine, on n'a aucun souvenir de câlin avec nos parents, quoi. Ouais. De câlin, d'être sur les genoux. De tendresse, d'amour, quoi, de parents qu'on... Le soir, on se couchait, ils passaient, ils ouvraient la porte, bonne nuit, et hop. Moi, je déteste les chatouilles. Ah oui, alors les petites, les petits-enfants, ils les chatouillaient, mais c'était une manière du contact. Oui, quelque chose qui est normalement pour le jeu, et en fait, lui, c'était déjà un moyen de se rapprocher. Voilà. Oui. Et quand tout ça a éclaté, vous étiez comment psychologiquement? Parce que j'imagine que c'est en même temps un poids qui disparaît, puisqu'on comprend et on peut enfin parler. Ouais. Et en même temps, c'est un monde qui s'effondre aussi parce que ça paraît inimaginable. Ah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, premier, c'est soulagement. J'ai la clé de 20 ans des souffrances de Sophie et de 20 ans de suivi-thérapie. J'ai la clé. Donc, sur le moment, c'est un soulagement, quoi. Et puis après, voilà, c'est l'effondrement en ce sens que, en plus, moi, j'admirais mon père. Parce qu'enseignant lui aussi, excellent enseignant, je n'avais de cesse que de l'égaler au niveau du travail. Parce que il a été brillant, là, faut le reconnaître. Voilà. Et par exemple, quand on évoquait qu'il était officier des PAMS académiques, moi, j'ai toujours adoré mon métier aussi. Et mon rêve, je venais d'être en retraite depuis 1 an quand ça a éclaté. Je n'enseignais plus. Mon rêve, c'était d'avoir les PAMS académiques. Donc, c'est un peu, peut-être. Et j'ai reçu ma nomination PAMS académique la semaine où notre histoire éclatait. Ah oui, vous avez du coup, j'ai vécu ça en me disant, il aura été même jusqu'à me gâcher ça. Parce que du coup, j'ai pas eu fait de cérémonie de remise, etc., comme on fait avec les amis, enfin, les collègues. Oui, jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, voilà. Oui. Et est-ce que vous avez eu, parce que j'imagine que c'est la première chose qui vient aussi à l'esprit, un aspect de culpabilité de j'ai laissé ma fille entre ses mains? Alors, ça a été moi ce qui a été le plus terrible pour moi, quoi. J'ai eu donc 10 ans de thérapie. Pour schématiser, les 5 premières années, je ne parlais que de Sophie, quoi. Oui, c'était même pas pour vous. Voilà. Ce que vous aviez vécu. Et alors, j'avais quand même dit ce que j'avais vécu à ma psy. Et puis, justement, au bout de plusieurs années, elle dit, mais on va peut-être te parler de vous un jour, quand même. C'était moi, j'ai toute ma souffrance. À la limite, je n'ai pas vraiment souffert. Enfin, c'est relatif à de ce que j'avais vécu moi, mais de ce que Sophie avait cette souffrance vécu et voilà, et cette culpabilité et cette trahison de mes parents. Et en plus, au moment où ça se passait, pour être tout à fait honnête,
notre couple parental était bancal. Hein, Avec qui? Avec Jean-Mi? non, avec Daniel, ton papa. Bah, vous aviez déjà... Oui, mais au moment où ça se passait, les violences sur toi. Et donc moi, j'ai eu beaucoup de relations extra-conjugales. D'accord. Et donc, je mettais beaucoup Sophie chez mes parents, quoi. Ah oui. Donc ça, c'était absolument... Vous vous êtes dit, en fait, Ça, ouais. j'ai contribué en quelque Voilà, sorte ça a été vraiment Ouais, c'est terrible. ce que Et vous alors pensiez, en plus, quand Sophie était mal, avant qu'on sache, oui, je mettais ça aussi sur ce compte-là, c'est-à-dire dans la mesure où moi, j'avais des relations extra-conjugales, j'abandonnais ma fille chez mes parents, je m'en débarrassais entre guillemets. Oui. Et donc, c'était ça la cause de son malaise. Et quand elle a été suivie par un pédopsychiatre, j'ai été aussi honnête. Je lui ai dit ça parce que vraiment, je pensais que ça venait de là, en fait. Et très souvent, on est faussé par des interprétations comme ça. Vous voyez, moi, j'étais focalisée sur ça. De toute façon, j'aurais jamais pensé à l'inceste avec le recul. Mais c'est pour se dire que des enfants qui ont des manifestations comme ça, anormales, hein, faut absolument creuser, comme vous disiez, savoir derrière l'obésité, derrière, un enfant hyperactif ou mutique, qu'est-ce qu'il y a derrière, et poser systématiquement la question. Est-ce qu'on te fait du mal, etc. Oui. Effectivement, un adulte, on arrive un peu à détourner un peu tout ça, mais un enfant, et alors moi, je mettais ça sur ce compte-là, et en plus, dans les mêmes moments, c'est vraiment comme quoi on part sur une fausse piste. Ma meilleure amie, collègue qui habitait à côté de nous, qui gardait aussi beaucoup Sophie, est décédée d'une leucémie. Oui, en l'espace de quelques mois. Ouais, donc ça ajoutait. Voilà, le mari de ma sœur Claudine, décédé à 35 ans d'un mélanome. Et mon meilleur ami enseignant aussi, 40 ans, décédé, cancer des poumons. Tout ça en l'espace de 2 ans. Et Sophie qui développait une phobie de la mort. Parce que le père disait, si tu parles, tes parents vont mourir. Mais nous, 3 décès comme ça de gens très proches. Et vous aviez ça on faisait ce lien, en fait. Quoi. Ce qui était et ce qui faussait complètement la piste. Hein. Oui. Et ils s'en étaient servis aussi, du coup, de ça. Il jouait aussi beaucoup là-dessus. Oui. Oui, il savait, il utilisait tous les moyens qu'il avait pour... Et vous êtes sorti aujourd'hui de cette culpabilité? Oui, quand même. Et qu'est-ce qui vous a aidé à sortir de ça? J'ai été suivi pendant 10 ans par une même psychologue au centre hospitalier spécialisé et un psychiatre pendant quelques mois. Et puis, donc, j'ai bien avancé, mais j'étais pas sorti de la culpabilité. En revanche, le papa de Sophie est décédé, ça fait 6 ans ou 5 ans. Non, 2019. 6 ans, là, en août, d'un cancer des poumons. Il a été hospitalisé 6 mois, à l'hôpital de Granville, là, et donc suivi par une psychologue que nous avions rencontré aussi, Sophie et moi, par rapport d'abord à son papa, puis du coup à notre histoire aussi, parce que c'était tout un ensemble, parce que Daniel, son papa, il a fallu, on était divorcés à ce moment-là, donc il a fallu aussi qu'on aille lui dire ce que Sophie avait subi. Là, on n'en a pas parlé de ça. Et donc, et puis là, Sophie, tu l'as vu un peu, la psychologue, et moi aussi, j'ai repris des séances avec elle, et c'était différent de la première. Elle était assez cash, assez direct et tout. Et c'est elle qui m'a fait évoluer dans ce sens-là. Vous avez fait du mieux que vous avez pu, etc. Vous saviez pas aussi? Et je savais pas. Et voilà quoi. Et c'est ça qui m'a fait sortir de la culpabilité, qui reste quand même toujours un peu latente. C'est-à-dire que je me reproche mon attitude, mes relations extra-conjugales, etc. C'est surtout à ce niveau-là que je fais. C'est des cicatrices fragiles. Voilà, comme je disais, une cicatrice qui reste, qu'on sent pas toujours, mais qu'à certains moments, elle tire plus. Quoi. Donc les relations extra-conjugales, non pas pour me disculper, mais il y a une explication. Bien sûr. C'est que j'ai rencontré
donc mon mari, le papa de Sophie, au mariage d'une cousine. Je peux chercher des mots. Bien sûr. Ramène-moi un verre d'eau si tu veux. Donc voilà, au mariage d'une cousine. Et alors moi j'avais qu'une idée en tête, c'était de quitter le domicile familial, quoi. Hein. Oui. Donc j'ai rencontré Daniel au printemps 68, c'est mémorable, en mai 68. Hein. Et donc je l'ai présenté à mes parents assez vite. Voilà. Et puis en août, j'ai fait une colo comme on faisait à ce moment-là. J'ai eu un flirt avec un autre jeune homme. Fin août, il y a eu un repas familial élargi, toute la famille, les cousins de Laval, où Daniel a été convié, donc il était présenté à la famille. Et puis moi, à la rentrée scolaire, j'ai pris conscience. Moi, je me suis dit bon, si t'as flirté avec un autre mec en août, c'est que vraiment c'est pas forcément L'amour de sa vie, l'amour quoi. de ma vie, etc. Donc il y avait un décalage aussi, culturel un peu, quoi. Hein. Lui, il était cultivateur, non pas qu'en étant un stit. Enfin, j'étais encore étudiante. Je me sentais, mais bon, je sentais qu'il y avait quand même un décalage. Donc, je décide d'arrêter ma relation avec Daniel. Donc, j'annonce. Donc, mon père me convoque dans son bureau. Bon, bah voilà, de toute façon, t'es une instable, t'es une inconstante. Tu ne sais pas tu ne sais jamais pas ce que tu veux. Tu vas écrire à toutes tes oncles et tantes pour leur dire que ta relation est finie avec monsieur. Oui. Donc vous aussi, vous humiliez. Ah bah oui. Et moi, tétanisé de peur et j'ai continué. Donc je me suis marié avec Daniel. Oui, c'était pas un mariage d'amour, en fait, comme on a eu des beaux moments. Je veux dire, on a divorcé au bout de 25 ans, mais au bout de 3-4 ans de mariage, je l'avais déjà trahi, quoi. Oui. Hein? Oui, c'était pas un mariage d'amour comme vous l'aviez pas choisi, en fait. Oui. Et il y avait déjà, en fait, cette autorité qu'il avait sur toute la famille. Mais c'est là que je dis le pouvoir. Ouais, même jusque-là. Ah, mais oui, mais jusque-là. Les pans de vie. Oui, et alors, avant, voilà, et donc, et à ce moment-là, ou peu après, il a convoqué donc mon futur mari, toujours dans son bureau, pour avoir un entretien avec lui. Et je ne sais pas ce qui s'est dit. Je n'ai jamais pu savoir ce qui s'était dit, ni du côté de mon mari, ni du côté de mon père. D'accord. Oui. Et donc, et après, dans l'analyse, voilà, après la thérapie, toutes les voilà, j'ai compris aussi pourquoi il m'avait poussé à ce mariage, c'est qu'il avait déjà senti que Daniel, que j'évoquais, qui était quand même quelqu'un d'assez introverti, comme je vous ai dit au début, manipulable en quelque sorte. Oui. Il avait déjà compris qu'il aurait ma mise sur lui et que à travers ça, il continuerait aussi à me driver, quoi. Ouais. Ça. C'était un ensemble et de driver la famille future et c'est ce qui s'est passé. T'as eu Nico rapidement? Ah oui. Enfin, t'es tombée enceinte. J'étais un mois avant d'être mariée, j'ai été enceinte. Mais par contre, il a jamais touché à ton frère? Non, jamais au garçon. D'accord, jamais parce au garçon. Que justement, donc il y a eu une enquête, et est-ce que l'enquête elle a révélé qu'il avait aussi pu toucher, des élèves ou des non? Au niveau des élèves, non. À la piscine. Et à la piscine d'Avanche aussi, parce qu'il y a une grande. D'accord. Non. Il n'y a pas eu, c'est intrafamilial. Oui, c'est resté intrafamilial parce qu'en revanche, sur mes cousines germaines, moi, une de mes cousines a été, donc elle me l'a dit dès le départ quand elle m'a appelé pour me dire, il a essayé aussi sur moi, mais elle a pu se défendre, quoi. Oui, et puis ça dépend. Parce qu'elle venait beaucoup en vacances chez nous, etc. Mais j'ai une autre cousine germaine. Qui est encore vivante, d'ailleurs, qui est plus âgée que moi, et qui a fait plusieurs tentatives dessus, et qui était la filleule de mon père.
et qui a fait plusieurs tentatives de suicide, qui a été hospitalisé en hôpital psychiatrique plusieurs années, qui a pas pu avoir d'enfant, qui a fait des fausses couches à répétition, etc. Donc, il y a quand Et même potentiellement, oui. voilà, sachant ce qui s'était passé aussi entre les frères et sœurs, Oui. un autre, et puis dans les oncles, dans la fratrie de mon père, quoi, parce que moi j'étais agressé par mon oncle. Oui. Cet oncle-là, que j'avais appelé une de mes cousines, sa fille, une de ses filles, elle m'a révélé, mais sans qu'on en ait, que elle pense que lui, donc son père, mon oncle, a violé sa fille aînée, D'accord. cousine, et qu'elle pensait même qu'une des filles de sa sœur, ma cousine, pouvait être de son père, quoi. Oui, donc en fait, ça a continué Voilà. et Il y continué. a un autre oncle qui était à Laval aussi. Alors lui, qui encadrait des jeunes au foot, donc lui, il a eu des comportements pédophiles sur des petits garçons. D'accord. Oui, donc ça, en fait, c'était vraiment une affaire de famille. Ouais. Enfin, c'est Quand on tout dit le monde. transgénérationnel, quoi, Ouais. c'est le mot, quoi. De toute façon, quand il y a eu l'enquête, donc c'est Justine en fait. Ah oui. Donc Justine, donc elle avait quel âge? Elle était petite. Elle avait 8 ans. La plus jeune de mes nièces. D'accord. Donc elle, 8 ans. Et donc dans la table de nuit chez mes grands-parents, ils ont retrouvé de la vaseline et du Viagra. Et il avait 4 Il avait 4. Alors oui, alors la petite Justine est passée encore un mois de vacances chez mes parents. C'est la fille de ma plus jeune sœur qui est née plusieurs années Donc après elle nous. qui n'a jamais subi quoi que ce soit. Si. Ah non, Florence, non. Non, Florence. Oui, la maman de Justine, non. Oui, c'est ça. Elle, Je pense qu'elle a toujours été en plus ultra rebelle. oui, donc elle c'était comme vous en fait. Elle donne. Quoique, cette idée de... vu le comportement quand même bizarre. Oui, enfin bref. Donc Justine, elle venait encore de passer, ça a éclaté en début septembre, hein. Elle venait encore de passer le mois d'août ou juillet chez mes parents. Mon père avait 85 ans, Justine avait 8 ans. Il faisait la sieste les après-midi avec Justine et elle subissait des attouchements. Oui, ça a été reconnu. Ah oui, aussi, oui, parce que la petite l'a dit et là. Oui, il s'est jamais arrêté en fait. Non. Et ça a donné quoi? Donc il a été entendu, il a été placé en garde à vue. Et Oui. c'était quoi la suite? Eh ben, Elle a été placée en préventive à Caen. à Caen et l'enquête s'est poursuivie et puis il a été donc mis début octobre en prison et il est mort en mars. Mais l'enquête n'était pas terminée. L'enquête était pas close. D'accord. Et Il s'est probablement laissé Oui, mourir. c'est ce qu'on se dit entre nous, quoi, parce qu'il a arrêté de s'alimenter. Enfin, il avait 86 ans presque, hein, bon, mais il a arrêté de s'alimenter, etc. Son état s'est dégradé, et puis voilà, quoi. oui, le Donc, corps. nous, ce qu'on se dit, c'est jusqu'au bout, il a gardé la main sur le contrôle pouvoir, de en fait. tout et le pouvoir de tout, jusque Mm. décider presque de sa mort, quoi. Ouais. Hein. C'est pas vous qui allez m'avoir. Enfin, c'est Ouais. pas vous qui. Mm. Je vais pas répondre de ce que j'ai Mm. fait. Ouais. Et Et- ça a été comment pour vous, enfin, de pas pouvoir aussi être reconnu officiellement devant lui en tant que victime et dire, ben en fait, c'est pas moi. La Ah, donc, il n'y coupable. a pas eu de procès. Bah oui, du coup. Hein. Ah bah moi, j'aime autant, hein, parce qu'un procès d'assises, ça secoue la paillasse. Hein. Oui, t'aurais. Puis ils avaient des ronds quand même. Hein. Tellement, Ah oui, alors, pour revenir, pendant l'enquête, première expertise psychologique pour moi. Je suis convoquée à Caen D'accord. et j'apprends pendant cette expertise que la psy avait expertisé mon grand-père la semaine d'avant. D'accord. Comment c'est possible? Oui. Et qu'elle s'était fait bien manipuler. C'est clair. Et là, on a ramé, hein, pour... Avoir contre-expertise. Oui, pour dire que ce qui s'était passé là, déjà, c'était pas une suite logique, en fait. En fait, c'était... Voilà. Et là, tu te dis quand même... c'est chaud, quoi. C'est dingue. Et ben justement, j'en profite, mais quand du coup on porte plainte, on est victime. Est-ce que tout de suite le système judiciaire prévoit des choses pour accompagner psychologiquement, prévoit des cellules, des... Absolument rien. D'accord. Rien. Absolument rien, si ce n'est juste que vraiment la gendarme a bien fait son boulot, Oui. nous tenait informés régulièrement, etc. Donc à ce niveau-là, mais rien. Après, on vous laisse vous débrouiller. Dans la nature. Dans la nature. Alors, nous, entre guillemets, la chance que nous avons eue, c'est que j'ai été assuré à la Maïf
depuis toujours. D'accord. Et au moment, et Sophie était assurée à la Maïf aussi, donc on avait une aide judiciaire et au niveau de la Maïf c'est très performant. D'accord. Et donc c'est l'assurance qui a tout pris en charge, D'accord. qui a mis son avocate, une personne spéciale de l'assurance qui a géré tout le dossier. Donc à partir de là, avec un médecin qui a accompagné Sophie après à toutes les expertises, un de leurs médecins. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'assurance, c'est important aussi Oui. pour Bien des gens sûr. quand André, Je me souvenais même pas de ça. ah ben si, mais ils ont été extraordinaires. C'est vrai, Madame Bassereau, c'est elle de la Maïf. On avait une personne dédiée qui gérait tout, qui vraiment. Et si Sophie a été indemnisée à hauteur de ce qu'elle a été indemnisée, c'est grâce à eux. Hein, c'est vraiment. Et puis des fois, c'est vrai qu'on n'y pense pas. On se dit dans ces moments-là, c'est pas notre assurance juridique qui va Ah ben non. nous aider, alors que si, en fait. Alors c'est la CIVI et après Bien sûr. Hein, mais c'est eux qui ont mené toutes les tractations et avec leur avocate et en plus l'avocate d'Avranches que je connaissais parce que j'avais eu ses enfants en classe. Mais ça a été le hasard. Quoi. Oui. Mais elles ont fait un travail formidable. Puis il y a eu aussi un changement de nomenclature en cours de route judiciaire sur les IPP, les ITT. Oui, la cotation de toutes les séquelles. Donc là, comme il a fallu tout refaire. Ils sont déplacés à Paris pour tout a été coté. Enfin, ils ont tout recherché, toutes les absences scolaires de toute la scolarité de Sophie auprès du médecin généraliste et tout. Pour comprendre en fait tout l'impact que ça avait eu en fait sur... et coter les indemnités financières. Bon, ce qui n'efface pas tout, mais bon, faut quand même admettre que autant avoir quelque chose au bout. Parce que après, on a tout le puisque le dossier fait jurisprudence au niveau européen maintenant. D'accord. Et à quel niveau, enfin, c'est quoi qui a permis cette jurisprudence? C'est quoi qui a... en fait, mon dossier, il était tellement, entre guillemets, incroyable. D'accord. Qu'il sert, il montre comment tout a été coté, quoi. C'est, c'est de ce point-là, c'est en fait de ce point de vue-là. Remonter autant et de tout déterminer. Et toutes les séquelles, alors Sophie qui avait pris énormément de poids, donc après qui a subi une intervention au niveau de l'estomac pour perdre du poids, après qui a 3 interventions, après qui a eu une reconstruction des seins, après une intervention sur les cuisses. Tout ça, c'était, je sais plus comment ça s'appelle, le malus, ça porte un nom spécial, quoi, mais c'est... D'accord. Et puis tout le combat, après, de trouver des soignants compétents. Oui. Hein, donc donc Sophie, moi j'ai pu, moi dès le départ j'ai contacté une association pour m'aider moi. Oui, je veux qu'on en parle de cette association. Donc ça c'est par là aussi que j'ai trouvé le psychotraumatologue, le docteur Muriel Salmona, qu'officie à Bourg-la-Reine. Donc voilà, donc de la Normandie, on a fait des voyages, des allers-retours tous les 15 jours à peu près à Bourg-la-Reine pour avoir une personne spécialisée dans le psychotrauma. D'accord. Et ça vous a vraiment aidé. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez conseiller. C'est quelqu'un c'est des gens qu'il faut aller voir. Ouais, il y en a pas beaucoup, hein. Ah oui. Mais ces gens-là, il faut trouver un psychotraumatologue. Oui. C'est tous les psychiatres, classiques n'ont pas cette formation. Donc, vraiment, c'est des gens, c'est des spécialistes qu'il faut aller voir. Du psychotrauma. Okay. Et du coup, après, vous avez rejoint une association? Je l'avais déjà. Après, alors l'association m'a aidé. Hein. Vous pouvez donner le nom? Oui, alors c'est Le Monde à travers un regard. D'accord. Hein. Donc c'est une petite association. Donc ce ne sont que des bénévoles, victimes ou proches de victimes. Il n'y a pas de praticiens, de médecins. Donc c'est vraiment une volonté de fonctionnement. Ce qui n'empêche pas qu'on oriente les personnes qui nous contactent vers des médecins si on juge que c'est nécessaire qu'il y ait une prise en charge médicale, quoi. Donc l'association, on a des groupes de parole. D'accord. Dans quelques villes. C'est puisqu'on est dispatché sur toute la France, donc en fonction des compétences de chacun. Hein, donc on a des groupes de parole et des interventions individuelles. Donc moi c'est ce que je fais, puisque dans mon coin
moi, j'ai pas voulu mettre en place de groupe de parole. C'était, voilà, trop lourd pour moi. Oui. Donc, j'aide par entretien téléphonique ou message. D'accord. Voilà, des victimes. Et quand c'est là, c'est arrivé, j'ai eu, mettons, 5-6 personnes en tout qui étaient très proches, là, à Avranches, dans mon département et tout. Donc là, je peux les rencontrer aussi En physique. ponctuellement, quoi. Voilà, on participe à des formations. Tu as même formé des magistrats à l'école de la magistrature. Oui, voilà. À ce sujet. Et on travaille beaucoup, d'ailleurs notre association travaille beaucoup avec le docteur Salmona. Là, notre livret qu'on a édité, il est validé par Muriel Salmona. On fait des interventions avec elle. Enfin, quand je dis on, c'est pas forcément moi. Hein. L'association. Voilà, parce qu'une de nos collègues est psychosociologue, anthropologue, mais elle est d'abord maman de victime, mais bon, D'accord. elle a aussi des compétences professionnelles, mais Oui, c'est pas ce qu'elle met en avant, quoi. C'est Mais les deux, et c'est voilà, super. hein, mais donc elle supervise quand même, voilà. Des missions au ministère aussi, on y a participé. D'accord. Des colloques. Moi, j'avais fait aussi avec une de mes collègues une intervention à la MGEN de la Manche, qui est la mutuelle des enseignants, lors d'une assemblée générale. Enfin voilà, on essaie de faire de la prévention. Oui. Hein. Et Auprès puis, de tout le monde, en fait, de voilà. tous les gens qui pourraient avoir un regard et dire là, il y a quelque chose. Quoi. Parce que justement, on parlait tout à l'heure des signaux un peu que pouvait renvoyer un enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des signaux où on se dit quand même... Les signaux faibles. Ouais, il y a quelque chose, enfin en tout cas, c'est peut-être pas lié à ça, mais ça nécessite... Mais il faut se poser la question, voilà. Alors c'est en fonction des âges, hein, évidemment. Oui. Chez les petits, voilà, j'ai mal au ventre, ou un enfant qui est tout le temps patraque, a des qui somatise, et voilà, c'est un petit et puis après, alors au niveau, mettons, du primaire, le début de CP, voilà, un enfant, on dit il est pas attentif, il manque de concentration, il est dans sa bulle, Il n'arrive pas à apprendre à lire. Hein, hyperactif, qui s'agite sans arrêt, mais aussi mutique. D'accord. Hein, un enfant qui est à la limite dans une classe, on va pas le remarquer. Oui. Enfin, je dis mutique ou qui fait pas de bruit, effacé, etc. Voilà. Hein, parce que lui, il dérange pas là. Le petit hyperactif ou excité ou qui fait voilà, qui attire l'attention, on va s'y intéresser tout de suite. Oui. Voilà. Après, bon, il y a des signaux un peu plus visibles. Les comportements hypersexualisés. Voilà, les comportements hyper. Mais c'est quoi comme justement comme exemple, parce que des fois on est un peu, ils se découvrent aussi. Enfin. Oui, alors c'est justement voilà. À positionner. Là, en ce moment, il y a des affaires de cet ordre-là, qui sortent au niveau médiatique. Alors. Bien sûr, on se découvre aussi, parce que moi-même j'ai des souvenirs d'enfance avec nos petites voisines où on jouait dans le grenier de ma grand-mère, où on s'était mis, enfin je veux dire, voilà, un brin de paille dans les fesses pour prendre la température, voilà, ce genre de jeu, on joue au docteur. Mais voilà, alors c'est tout est dans la nuance aussi, mais un enfant qui va se masturber, ça peut arriver pendant la classe. Moi, quand j'étais dans le cadre de l'hôpital psychiatrique, puisque j'y ai travaillé en tant qu'enseignante, ça peut arriver un enfant qui se masturbe, hein, un enfant qui va justement, alors je vais dire agresser. Bon, au départ, le mot est peut-être fort, mais s'intéresser à un autre enfant ou à d'autres enfants, à systématiquement baisser la culotte ou baisse ta culotte, ou si c'est répétitif, si c'est voilà. Oui, il y a quelque chose. Voilà. Qui va suivre les autres aux toilettes sans arrêt. Qui va pas avoir cette notion de pudeur. En fait, voilà. Alors après, il y a aussi toute l'éducation, mais alors après, voilà, il y a la fameuse expression, c'est du touche pipi. Non. Oui, on dit pas. Touche pipi, c'est bon, quoi. Hein. Eden, c'est ce que un de ses frères, la jeune femme dont je parlais, un de ses frères non agresseurs, puisque elle, c'est ses frères, a dit mais c'était du touche pipi. Mais c'est minimisé, en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis. Après, quand on arrive vers l'adolescence,
il y a quand même tous les comportements addictifs qui se mettent en place. Cannabis, alcool. Violence envers soi-même, les scarifications, ça c'est fréquent chez les ados. Hein. Des filles c'est souvent des filles qui portent des tenues hyper provocantes et tout. Les problèmes alimentaires. Ah oui. L'anorexie, boulimie, c'est extrêmement fréquent. D'accord. Extrêmement fréquent. Ok. Oui, ça c'est vraiment des signaux. Alors, faut pas tout de suite se dire oui, c'est ça, mais n'empêche qu'il faut aller creuser parce qu'il y a quelque chose derrière. Faut se poser la question et essayer d'aller creuser. Oui. Et puis voilà, et parfois des manifestations. Comment expliquer, je voudrais dire, qui peuvent être dirigées envers des personnes qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, mais qui vont servir comme de catalyseur, quoi. D'accord. Hein, par exemple. Un des points de fixation, on va dire. Oui, voilà. Hein, par exemple, Eden, à nouveau, bon, je m'excuse de pas raconter. Elle est de confession juive. Alors, en plus, il y a toute la communauté. Elle a été dans un internat à partir de l'âge de 14 ans. Elle a fait une fixation. À ce moment-là, elle n'avait pas encore parlé. D'accord. Sur le directeur de l'école, complètement scotché à lui. Alors au début, il l'a écouté, etc. Mais c'est devenu malsain et comme du harcèlement, quoi. Oui, il y avait quelque chose. Voilà, ça. Trop. Alors elle ne disait pas, mais voilà, elle s'est accrochée à lui comme une figure, paternelle en quelque sorte. Mais voilà. Une vraie figure de sécurité. Quoi. Bah regarde, moi avec Karine, tu te souviens au ski? Oui. C'était un peu ça, c'était pas à ce point-là, mais il y a eu ça beaucoup, ouais. Et justement, c'est un peu intime, mais quand on a vécu l'inceste sexuellement, est-ce qu'on arrive à avoir une sexualité normale ou en fait, est-ce que malgré tout, ça revient parce que le corps il a une mémoire, que ça rappelle des choses, que. Alors c'est très variable. Moi, j'ai jamais vraiment eu ça. Il y a eu des périodes où c'était par période, en fait, par période. Et je pense que voilà, moi j'ai eu une addiction, pas une addiction, mais une multiplication de partenaires. Et je pense que c'était quelque part une forme de maltraitance, d'auto-maltraitance en fait. Oui. Voilà. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui. En fait, dès qu'on porte plainte, faut apporter des preuves physiques. Les avocats. Quelque chose. Oui. La parole suffit pas. C'est souvent, les classements sans suite. Ouais. Dans les enfants qui parlent à l'âge, petit ou au moment où ça se passe, moi j'ai plusieurs exemples en tête. 95% des plaintes sont classées sans suite. Oui. Alors qu'un enfant, peut pas forcément. Donc un enfant de 3 ans, comme j'en connais un là, dans mon département, qui dit papa, il a mis son doigt dans mes fesses, au fond ça fait bobo. Il a fait pipi sur moi, c'était blanc. Oui, il peut pas l'inventer. Hein, avec une expertise par un pédopsychiatre expert auprès de la cour d'appel de Versailles, mais non, c'est pas pris en compte. D'accord. Mais c'est tout, c'est des traumatismes en fait qui restent parce que l'enfant en plus se dit que ce que je dis c'est pas entendu. Lui il a 7 ans et demi maintenant et il n'arrête pas de dire personne me croit, personne. Oui. Et là on est dans une situation, il a été enlevé à sa mère, placé en famille d'accueil. Parce qu'on disait que c'était la mère qui manipulait. C'est ça qui est. Donc là, elle l'a récupéré, mais depuis 3 mois, il est contraint à nouveau d'aller en visite chez le père. Mais il y a tout un truc, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a des mamans qui sont vraiment montées au créneau à ce sujet. C'est on laisse nos enfants à des agresseurs, en fait. Oui. Et la justice. Pour le maintien du lien. Du lien familial. Ouais. Mais ô combien aussi ce lien détruit et continue de détruire l'enfant de l'autre. Et quand on sait, nous qui avons vécu les choses dans l'enfance et qu'on sait l'impact que ça a sur toute une vie, quand on voit comment on est encore aujourd'hui et qu'on voit un petit là qui parle à ce moment-là et qu'on ne prend pas, qu'on l'écoute pas, qu'on l'entend pas, moi je suis enragé. Oui. Enragé. Oui.
Oui, parce qu'on se dit ça va continuer. Ça, et alors les services sociaux, l'ASE, enfin après je vais pas généraliser, il y a des Bien personnes sûr. compétentes, hein, mais vraiment il y en a, mais tout est lié. Il n'y a pas de formation des magistrats, il n'y a pas de formation du personnel de la protection de l'enfance, il n'y a pas de formation des médecins généralistes, il n'y a pas de formation des psychiatres Oui, sur le pour psychotrauma. détecter, Voilà. comprendre et accompagner. Voilà. En fait. Ouais. C'est vraiment une carence et aucun gouvernant ne réagit, aucun. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je milite, plus de 15 ans. Hein. Tous les gouvernements qui sont passés, rien ne se passe. Enfin, il y a eu la Civise, vous avez dû en entendre parler, qui a fait un boulot mais phénoménal. 82 préconisations, rien n'est mis en place. Oui, ça suit pas derrière. Il y a un Ça, travail voilà, qui est fait. voilà. On propose des choses Ouais. et en fait, ça suit pas derrière. Voilà. C'est censé être la grande cause de Brigitte Macron. Oui. D'accord. Et puis c'est surtout, il y a ce qui se passe dans l'enfance. Mais en fait, moi, ma vie, elle est pas gâchée. Mais Elle est pas. j'estime que j'en serai jamais réellement sortie. Et pour compléter sur la sexualité quand même, parce que là, voilà, on évoquait que là, c'était plutôt, moi aussi, à la limite, des relations excessives, voilà. Mais il y a aussi l'inverse, hein. Beaucoup plus, d'ailleurs, fréquemment, des personnes qui sont complètement bloquées sur la relation sexuelle, quoi. D'accord. Qui ne supportent pas qu'on les touche, qui souffrent même physiquement de la pénétration, qui ne supportent pas certaines pratiques parce que ça, à chaque fois, ça rappelle ce qu'elles ont vécu. Hein. Donc ça, c'est fréquent aussi. Hein. Oui. Hein. Et justement, je voulais y venir. Enfin, de la continuité de la sexualité, c'est aussi l'aspect maternel, avoir un enfant. Est-ce que c'est des choses qui paraissent du coup tu peux en parler. inimaginables? Enfin, Ouais. ça paraît. Moi, il y a plusieurs facteurs là-dessus. Donc, j'en ai jamais réellement voulu. Après, quand j'ai maigri, c'était juste impossible de me dire que j'allais regrossir, quoi. Oui, même pour ça, le traumatisme était tellement fort que même pour ça, ça paraissait impossible. Et puis, je pense que voilà, moi, je me dis encore aujourd'hui que je serais incapable de m'en occuper, quoi. Vous avez eu 2 enfants? Oui. Nicolas, c'est ça? Oui. Et Sophie? Et Sophie. Et pour vous, c'était quelque chose quand même de naturel. Enfin, ça vous a jamais bloqué malgré ce que vous aviez vécu? Non. Parce que moi, la relation, enfin, les violences de mon oncle, je les ai pas vécues comme des violences. Hein. Oui. Et puis c'est aussi se dire, on peut avoir vécu ça, mais et pour autant construire une vie derrière. Oui. Où on arrive aussi à apprendre à accompagner ses enfants et à... En revanche, je voulais revenir aussi par rapport aux enfants, mais sur un autre biais, c'est que des mamans qui ont vécu des violences sexuelles pendant l'enfance, qui ont été dans l'amnésie traumatique, parce que la moyenne des révélations, c'est 17 années après les faits que les gens, parce que de nombreuses victimes sont dans une mémoire d'amnésie totale. D'accord. Hein. Et au moment d'un accouchement, c'est assez fréquent que les souvenirs remontent au moment d'un accouchement. D'accord. Donc on connaît plusieurs cas. Et donc ça peut être très violent. C'est très violent. C'est très violent. Oui. Donc je veux dire que ça a aussi ça arrive, quoi. Ça arrive, quoi. Et aujourd'hui, vous diriez quoi si on pouvait dire aux gens, voilà, quelqu'un qui vient de vivre ça, quel serait le meilleur chemin, si je peux dire, à suivre pour travailler sur ça, et à des proches qui pourraient devoir accompagner quelqu'un qui a vécu ça? Qu'est-ce qu'en tout cas on aimerait avoir où on détesterait, ou des phrases à ne surtout pas dire, des mots comme justement notre livret de l'association, il s'appelle Phrases assassines. Ça en dit long. Hein, ça en dit long. Hein. Donc c'est les phrases tourne la page, c'est du passé, faut que t'avances. Arrête de te poser en victime. Arrête de te poser en victime. C'est des trucs terribles parce qu'en fait, parce que la page on la trouvera jamais, quoi. Le livre restera toujours ouvert. Voilà. On apprend peu à peu à vivre avec, et encore
en tout cas, moi, dans mon cas, quand je pense que voilà, j'ai bien avancé et que je pense, pas que c'est réglé, mais en fait, Ça remonte. Oui, il y a des Il y a un moments moment- où ça revient et C'est un peu cyclique, quoi. Mm. On n'en guérit jamais en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut. Et certaines périodes de l'année aussi. Par exemple, Sophie, c'est souvent à l'automne que t'es le moins bien. Bon, Mais quand est-ce on, que- Non, aux intersaisons, printemps, Ouais. automne. mais aussi, voilà, et à l'automne, c'est là que ça a commencé. Mm. À la rentrée, voilà. Tout s'explique aussi. Voilà. Enfin, tout Ouais. a un sens. Mm. Et que voulais-je dire? Oui, alors, par rapport aux personnes, alors, après, moi, je suis toujours prise entre les enfants et les adultes, parce que donc un enfant, en revanche, un enfant qui parle, même petit, c'est je te crois, Oui. je te protège, je vais tout faire pour t'aider. Ça, je sais pas si vous avez entendu parler du juge Durand, médiatiquement, on en a beaucoup parlé. Il faisait partie de la Civise. Ah oui, qui a été juge très des accompagné. enfants. Oui. Voilà. Oui, j'en ai. Donc je lui, me c'est souviens vraiment plus de ses son nom. mots. Et lui, donc, en aparté, il a été extraordinaire dans la Civile. Mais il a pas été bien perçu par tout le monde. Enfin, je veux dire, dans la société. Il Oui. était juge des enfants à Bobigny. On l'a déplacé à Pontoise contre sa volonté. Oui, il dérangeait alors Donc, voilà. parce qu'il aidait. Et Voilà. que... Parce que lui, juge des enfants, il a toujours été très clair. Donc, un petit, c'est je te crois, je te protège, voilà, au petit. Et puis, normalement, c'est signalé. Porter plainte, etc. Donc, si un enfant nous parle, on dit tout de suite, le réflexe c'est je te crois, je te vais protège, je vais voilà. tout faire pour t'aider. Et voilà. direction la gendarmerie ou la police. C'est-à-dire qu'il y a aussi, au niveau des départements, une cellule les clics, cellule de signalement, voilà, de faire un signalement. Que je retrouve le mot exact. Tu veux pas aller chercher Mais un on le livret, mettra dans les descriptions. Le livret, on peut le retrouver aussi sur Internet. Ah oui, ou pas oui, je vais vous donner le lien. On le mettra toujours dans la description, comme ça les gens pourront toujours les retrouver. Et puis, mais en revanche, quand on sait après comment ça se passe, que très souvent, voilà, les mères sont accusées de manipulation, parce que c'est très souvent, quand les petits révèlent, c'est très souvent dans le cadre d'un conflit familial ou d'un divorce, etc. Ouais. Quoi. Donc à ce moment-là, là c'est épouvantable, quoi. Donc il y a des moments où on se dit, mais est-ce qu'on doit dire aux mamans de porter plainte, quoi? Ouais. Tellement c'est infernal. C'est là où c'est terrible parce que encore une fois, on met ça sous le tapis et c'est des enfants qui. Alors après, ils sont sacrifiés. J'ai pas peur du mot. Ça et puis c'est des mamans aussi qui donneront leur vie pour sauver leur enfant, alors que c'est pas les coupables, quoi. Là, moi j'ai une maman de mon département, le petit a 7 ans. Ça fait 5 ans qu'on est en procédure. Là, elle a déjà dépensé, parce que son papa est décédé, victime de l'amiante, et qu'elle a touché des grosses indemnités. Elle avait l'aide juridique, mais là, elle a pu changer d'avocate, mais elle a déjà versé 10 000 euros d'avocate. Oui, c'est des sommes en plus, c'est des procédures qui coûtent. D'avoir quelqu'un de plus compétent, enfin, si on peut dire les choses comme ça. Donc, il y a l'aspect financier. Alors après, sur les adultes, c'est aussi dire je te crois. Oui. Parce que là, une dame que j'aide là depuis quelques mois, depuis l'automne, Séverine, là, de mon département, c'est un peu compliqué parce qu'elle s'est accrochée à moi, que j'ai été obligé vraiment de cadrer. Puis on reparle de tout à l'heure d'avoir une figure de sécurité. Ah oui. C'est exactement ça. Et elle me dit, hier encore, merci de m'avoir cru, merci de m'avoir cru, merci de m'avoir cru. Alors elle a 50 ans, c'est la première fois qu'elle parlait. D'accord. C'est arrivé, elle avait 7 ans quand. Donc vraiment dire, oui, je te crois, voilà, écouter, faire parler, et puis les encourager éventuellement à porter plainte, mais beaucoup ne souhaitent pas. Oui. C'est la peur. Et puis après, les encourager à se faire aider par un professionnel aussi, parce que voilà, enfin moi j'ai une écoute, enfin je pense que je suis. Voilà, mais je suis pas médecin, je suis pas. Oui, bien sûr. Donc après. Et quel professionnel vous conseillez d'aller voir psychologue
qui peut être spécialisé de préférence dans le psychotrauma, psychiatre aussi, mais il y en a très peu. Ouais. Il y en a très peu. Par exemple, nous, dans l'Ouest, il y a personne. À Caen, il y a un centre de psychotrauma qui a été créé, là, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ils sont submergés. C'est sur l'aide de motivation. Alors déjà, faut envoyer une lettre de motivation. Il y a Si t'as des problèmes un peu d'alcool, Voilà, ou d'addiction, faut être sevré de tes addictions. C'est tout un dossier qui... Alors ça, dans le public, hein, ça c'est dans le public, donc c'est pris en charge. Hein. Puis alors le problème, c'est que comme il n'y a pas de professionnels déjà dans le public, les centres hospitaliers spécialisés, ils sont submergés, et toutes leurs antennes, les CMP. La dame là dont je parle, là, elle voit une psychiatre tous les 3 mois, mais qui se contente de lui prescrire un médicament. Il n'y a pas de psychologue disponible. Elle a participé à un groupe de parole, à une dizaine de séances avec une infirmière psychiatrique, mais qui, voilà. Et là, elle vient de commencer des séances avec un psychologue, mais privé, pas remboursé. Donc ça, c'est dramatique, quoi. En fait, aujourd'hui, pour vraiment se faire aider, il faut avoir de l'argent pour payer des professionnels privés. Parce que quand on porte plainte et qu'on a l'aide juridictionnelle, malheureusement, les avocats, ils se défoncent pas dans le dossier parce que ça leur apporte pas grand-chose. Enfin, je généralise pas, mais c'est un constat. Et avoir de l'argent, ça... Parce que regarde comment elle s'appelle, tu sais, de Dinard, là. Oui. Elle a quand même des ronds. C'est pas corrélé, hein. C'est pas tout non plus. Ça permet d'avoir peut-être des avocats qui vont prendre plus la chose à cœur. Oui, et peut-être, voilà. Et puis voilà, parce que regardez, nous, quand on allait pour Sophie, avec le docteur Salmona, donc elle était médecin psychiatre, donc les médecins, c'est remboursé, hein, mais pas les psychologues. D'accord. Hein. Et les 2 billets de train. Voilà, mais fallait faire nous on allait souvent en voiture, hein. Donc aller-retour pour la Reine 2 fois par mois. Je veux dire, on mangeait au restaurant, un petit truc. C'est des frais. C'est des frais, c'est de la fatigue. En tout cas, vraiment incroyable de votre part de partager tout ça et d'accepter, de raconter son histoire. C'est aussi compliqué. C'est rappeler aux gens et forcément, j'imagine qu'il y a des gens qui vous regardent en fait et qui vous identifient à elle s'est fait violer par son grand-père. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent pas à faire Sophie telle qu'elle est. Ouais, moi c'est plutôt Sophie. De toute façon, elle est complètement cinglée, quoi. Elle est bizarre. Oui, voilà, c'est un ensemble et c'est courageux de raconter son histoire et de dire, mais en fait, il faut parler pour que ça s'arrête aussi. Elle est bizarre, en fait. Ça, c'est par rapport aux victimes, ça, parler, c'est vraiment l'essence. Mais faut pas croire que ça fait tout non plus. Bien sûr. Parce qu'après, on lui dit, bon, alors maintenant, j'ai parlé, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Séverine, elle me dit, j'ai parlé, ça y est, j'ai parlé à mon mari, j'ai parlé à mes enfants, j'ai toujours aussi mal, je souffre, etc. Oui, parce que après il y a tout le travail à faire. Oui. Hein, parce qu'il y a aussi une partie de vous avez toujours un peu la culpabilité et puis je pense que toi indirectement et sans le vouloir tu lui en veux aussi parce que t'étais chez et donc en fait c'est un échange qui est même s'il y a tout l'amour et toute la relation tout ça aussi qui reste présent. C'est pour ça que je le dis parce qu'il faut pas croire que c'est la vie en rose comme ça. Et puis en même temps, le travail associatif, moi je le dis pour moi, mais parce qu'avec mes collègues, je sais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est aider les autres, ça a été thérapeutique pour nous aussi. Oui. Hein, oui. Et comme aussi, Alors c'est ton combat, hein, pas le mien. Oui. Voilà, mais là, ce qu'on fait là ensemble, c'est notre histoire. Voilà, c'est notre histoire, mais c'est aussi une façon, pas de nous rapprocher parce qu'on est proches, mais voilà, c'est différent de l'association. Oui. Et donc voilà, moi l'association, je pourrais pas faire ce que maman fait, c'est-à-dire être constamment en fait dans les histoires comme ça. C'est pas mon truc. Mais visiblement de ton travail, t'es coach auprès des enfants, tu aides. Alors peut-être pas sur ce sujet, mais t'as cette aide et t'apportes quelque chose. Parce que t'as une approche même par rapport au sport. Toujours en lien avec la santé. Voilà, t'as quand même, mais c'est bien, faut le dire aussi, c'est déjà de on aura beau se reconstruire, ça sera toujours un
un palier qui est un peu, enfin, Ce sera toujours sur des sables mouvants. Hein. voilà. De deux, c'est bien sûr, on peut recréer des relations avec des membres de la famille, etc. Mais il y a toujours quand même ce côté où finalement, enfin, il y a des sentiments qui disparaissent aussi jamais et qui reviennent par moments. Et je pense que c'est bien de le dire aussi et de pas dire, bah si, je me suis reconstruit puis aujourd'hui tout va bien, j'oublie. Ça reste et ça brise une famille et des individus, quoi. Ah mais oui, bah oui, ça brise une famille. Oui, alors comme je disais, mon engagement, ça nous aide de manière thérapeutique, mais moi aussi, quand j'y réfléchis, je le vis un peu comme une mission de racheter les tares familiales, quoi. Que non, on n'est pas qu'une famille de tarés, quoi. Ouais. Non, mais je vais un peu loin, mais c'est pour bien comprendre. Voilà, hein, ça, c'est pas. Il y a pas que des monstres. Voilà. Il y a des gens qui font du bien aussi, quoi. Mm. Ouais. Mais en tout cas, enfin vraiment, merci beaucoup d'exprimer tout ça parce que bah on le voit, c'est difficile, c'est toute votre vie et c'est enfin vous permettez aussi à des gens de pouvoir parler et montrer que on peut arrêter ça aussi et que il est temps. Après, ça s'arrête. Hyper positif de dire que voilà, ça va mieux. Ça ira mieux, mais on survit. Oui, mais c'est aussi tout le malheur de ce problème de société. Enfin, voilà, j'allais y venir parce que voilà, faut pas perdre de vue que c'est un fléau sociétal. C'est ça. Que 3 enfants par classe sont victimes d'inceste. Et j'en parlais à mon mari, je lui disais, enfin, quand je regarde mes classes par lesquelles je suis passée, jamais je pourrais penser qu'il y en a même un. Ah bah oui. Alors que probablement, au moins dans une classe dans laquelle je suis passée, il y a eu un enfant, et c'est ça qui est terrible, et c'est pour ça qu'il faut en parler, et bah, vous êtes les meilleurs porte-parole. Et que ça touche tous les milieux. Oui. Tous les milieux. Oui. Alors, très souvent, ce qu'on voit médiatiquement, au niveau de l'inceste, je parle pas de la pédocriminalité, parce que ça, c'est un autre aspect aussi dans les institutions, etc. Bon, on va pas tout aborder là, mais, et d'ailleurs, médiatiquement, on relaie beaucoup tous les phénomènes de pédocriminalité, ben voilà, dans l'église, dans les écoles, dans le monde du cinéma, dans le monde du sport, etc. Parce que médiatiquement c'est facile, hein, mais 75% des violences sexuelles sur les enfants, c'est dans le cadre familial. C'est énorme. Et ça, c'est des petits îlots. Donc, je veux dire, ça va pas faire le buzz. Bah oui, hein. On va pas dévoiler toutes les familles, voilà. Sinon, ça c'est une chose, et moi ça me rend assez dingue quand j'entends les médias, y compris le fait que les personnes connues, les acteurs, les chanteurs, enfin tout ce qu'on veut, sont reçus dans tous les médias pour parler mais que derrière il y a toutes les victimes lambda dont on ne parle pas. Hein, ça porte la parole, je vais pas dire le contraire, là, hein, mais que derrière tout ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Hein. Première chose. Deuxième chose que je voulais dire, par rapport, je vais dire, oui, que ça touchait tous les milieux et que quand on évoquait justement médiatiquement des affaires ou même des petits qu'on finit par être tués, etc., c'est assez souvent des milieux plus précaires. Hein, parce que eux, très vite, les services sociaux, il y a des signalements, mettons par l'école, une maltraitance, etc. Hein. Donc eux, les services sociaux interviennent très rapidement, mais tous les milieux privilégiés, on va dire, hein, et on en connaît, hein, dans la justice, dans la magistrature, dans le milieu médical, etc. On en connaît, et là, ça sort jamais médiatiquement. Puis c'est donc on a une image vraiment, voilà, c'est les pauvres, voilà, les beaufs, les ce qu'on veut, etc. Mais non, c'est tous les milieux, et c'est encore beaucoup plus caché dans les milieux favorisés, parce que eux, ils ont des pouvoirs. C'est la force de l'autorité. Encore une fois, on en revient à et de relations. Et pourquoi que ça ne bouge pas non plus au niveau des gouvernements? C'est parce qu'ils se protègent entre eux. Enfin, je veux dire. C'est terrible, c'est terrible. Protéger les enfants ou voilà, aider les victimes, bah c'est pas avec ça qu'on va faire de l'électorat. Hein. Oui. Voilà. Et puis c'est. Et puis ça coûte très cher. Bien sûr, ça coûte faut former des professionnels, etc. Et ça c'est un choix politique. Oui. C'est un choix politique. Puis les enfants, quand je disais 80% des plaintes classées sans suite,
Mais les enfants, on s'en fout, ils votent pas, c'est pas eux Oui, qui c'est vont. pas eux qui. Hein, enfin, je suis un peu Oui. excessive. Non, mais il y a un vrai problème mais, autour de ça. Et c'est ah bien oui, de l'aborder ah oui, ah oui. parce que en fait, oui, les gens parlent et en fait derrière, malgré tout ça, eh ben ça avance pas. Ah non. Et donc il y a des gens qui aimeraient parler, mais en fait, Ouais. ça les bloque aussi parce que Ouais, derrière, il y a pas tout ce suivi, il y a Ouais. pas tout cet accompagnement judiciaire, psychologique. Et quand je parlais des plaintes, des victimes qui veulent pas porter plainte, mais ça sert à quoi? Puisque il y a pas de justice, il y a pas de justice, c'est classé sans suite. Et... Mais porter plainte, c'est peut-être aussi un premier pas pour dire je suis victime. Oui. Je suis pas la mauvaise personne. Ouais, mais en même temps, tu vois, tu portes plainte et c'est classé sans suite, t'imagines. Tu rajoutes un trauma là-dessus. oui, et ça, c'est tu clair. peux jamais être sûr. Ouais, c'est clair. Donc, c'est aussi, voilà, t'as aussi... Le juste équilibre et qui est toujours vraiment évident. Merci beaucoup. Je sais pas s'il y a un mot de la fin qu'on pourrait dire, une phrase que vous aimeriez faire passer. Qu'on s'aime. Tu m'as devancé. Merci beaucoup et bravo pour tout le chemin que vous avez fait pour parler et accompagner autant de personnes aujourd'hui. Vous faites du bien autour de vous. Merci de le relayer, hein, parce que ça, c'est aussi, voilà, nous on porte la parole, mais voilà, en face, vous faites aussi la part du travail, une part du travail. Bon, c'est la plus simple parce que on écoute et on accueille, mais on n'a pas la douleur derrière. Merci beaucoup. Merci Méline. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.